La série Wonder Man nous offre un personnage savoureux, le réalisateur Von Kovac, et s'il existait dans la réalité, son approche artistique me fait dire qu'il serait clairement sur la liste des meilleurs réalisateurs d'Hollywood, et tout le reste me fait dire qu'il serait sur celle d'Epstein. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 475e JT Comics et personne, absolument personne n'a parlé de ce nouveau trailer d'Avengers Doomsday où on voit un variant de Fatalis essayer de fuir le piège dans lequel il est emprisonné. Il est probablement drogué d'ailleurs et il envoie une armée de soldats habillés en fourrure d'ours de Latverie. Tout ça pour retourner sur son Battleworld, essayer de chasser tous les mannequins qui s'y trouvent avant qu'elles ne fêtent leurs 30 ans. Mais avant qu'elles ne défilent toutes, chutons et atterrissons plutôt vers les news de la semaine. Wonderful! C'est l'événement de la semaine, c'est la série qu'il ne faut surtout pas chercher sur Pornhub au risque de ne vraiment plus rien comprendre au MCU. Non, avec Wonder Man sur Disney+, Marvel s'est bien foutu de nous et j'en redemande. C'est une série avec un tout petit peu de pouvoir et encore moins de responsabilité pour son protagoniste. D'ailleurs, la série aurait dû s'appeler Wonder Man puisqu'on pensait regarder une série sur le héros Simon Williams qui au final n'est que celui de sa lutte contre lui-même pour accomplir son désir d'être acteur. Non, à la place, ils nous ont fait une série sur le héros Trevor Slattery, achevant ainsi peut-être la plus belle transformation d'un antagoniste de seconde zone dans le MCU, à une série qui est résolument différente, qui est à contre-courant, qui surprendra les fans des films Marvel et les fans même des comics Marvel, et le public est au rendez-vous clairement, puisque la série est top 1 dans plus de 65 pays selon le site Flix Patrol, et c'est très bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai passé un bon moment devant la série Wonder Man? 4 raisons. Bien d'abord, premièrement, un petit peu comme quand ma sœur nous présente un nouveau mec, le niveau d'attente est très très bas, et là c'était le cas avec Wonder Man, qui n'est pas un personnage ultra populaire dans les comics Marvel, encore moins aujourd'hui. Les plus vieux lecteurs se souviennent bien de lui pour ses liens avec les Vengeurs, des deux côtes, ses liens avec Wanda, avec aussi la Vision, mais c'était quand même audacieux de faire une série avec lui, surtout complètement déconnecté du grand canon Marvel et de ses heures de gloire et de ses heures de puissance héroïque dans les comics. On retrouve la technique Iron Man finalement du MCU en 2008, les meilleures propriétés intellectuelles étant parties chez d'autres studios. Marvel a fait avec ce qu'il restait, à savoir Tony Stark et les autres. C'est la même technique finalement qu'utilise ma sœur pour choisir ses mecs, sauf que contrairement à elle, chez Marvel, ça paye. D'ailleurs, on le sent avec le retour de Robert Downey Jr. Marvel prend tous les jetons des 3 premières phases du MCU et fait tapis en espérant que ce soit un tapis volant et pas une carpette. Deuxièmement, j'adore quand Marvel se fait méta et vient faire une satire savoureuse de l'industrie du film, d'Hollywood, du film de super-héros en particulier. C'est bien écrit, c'est beau, c'est surtout très bien joué par un duo d'acteurs très talentueux qui fonctionne bien à l'écran, et ça j'en demande vraiment pas plus. Ça me rappelle WandaVision, et on a quand même rarement fait mieux dans les séries Marvel avec Loki aussi. Et puis ça fait plaisir quand même de voir, je vous l'ai dit, le fils caché de Gérard Depardieu et Michel Houellebecq, incarné le réalisateur Von Kovac. Lui, tu vois à sa tête qui préférait le Hollywood où tu recevais directement sur le plateau des invitations aux soirées de P. Diddy et pas des coordinateurs d'intimité. Troisièmement, il n'y a quasiment aucune scène grandiloquente d'action super-héroïque dans la série, à tel point qu'on peut même pas vraiment la classer dans le spectre des séries de super-héros. Et moi j'aime quand Marvel vient nous prouver qu'ils peuvent tout faire, qui viennent élargir leur champ d'action. J'adore, on vient explorer justement ce que c'est que d'avoir des pouvoirs concrètement dans l'univers Marvel, et même pour ceux qui ne sont pas des super-héros, qui ne veulent pas l'être, même si forcément, vous l'avez deviné, ils vont finir par le devenir. Et puis alors, le 4e point, c'est peut-être le point essentiel. Il s'appelle Trevor Slattery. C'est peut-être l'antagoniste que Marvel a le plus soigné. Là où on pourrait penser qu'ils auraient préféré l'oublier après son échec dans Iron Man 3, où il n'est qu'un homme de paille d'Aldrich Killian. Eh bien non, mais Marvel continue, achève la réhabilitation et le parcours héroïque du personnage après l'épisode All Hail the King, où on le voit en prison. C'était un court métrage, ça aurait été quand même parfait pour Sarko qui a préféré écrire un livre. Tant pis. Après il y a eu Shang-Chi où il est devenu le bouffon du mandarin, il le faisait rire, ça lui a épargné un courroux probablement qui lui aurait été fatal, et il était temps là quand même que le personnage se retrouve véritablement sous les projecteurs, bien nourri, avec un objectif, avec des obstacles, avec une vraie tension dramaturgique.
énergique, et c'est le cas. Trevor Slattery est enfin devenu un héros qui est contagieux, puisque son sacrifice inspire Wonder Man. Un cycle s'achève pour Trevor Slattery, et un cycle commence pour Simon Williams. Sa longue vie à eux. Alors en 4.1, 4.2 en bonus, j'ai aimé la bonne utilisation de la figure du journaliste, qui est une figure qui est très chère aux comics. On pense à Lois Lane, entre autres, on pense à Spider Jérusalem pour les plus hardcore d'entre vous. Forcément, ça vient mettre en avant les quelques failles scénaristiques de la série. Quand tu as une personne assez intelligente qui arrive à découvrir toutes les zones d'ombre de Trevor, que les autres auraient pu découvrir aussi en cherchant un peu, bon, là, ça pêche un peu, mais on va dire que les autres n'ont pas le temps, s'en foutent. Enfin bref, le dernier petit point, c'est un point espoir, puisque les lecteurs de comics le savent. Wonder Man et le Fauve partagent une amitié qui ferait rougir Jeffrey Epstein et Donald Trump, et ils partagent parce que tous les deux, ils sont dans les Vengeurs à un moment où ils sont dans une petite crise d'identité, une petite crise existentielle, ils manquent de confiance en eux, ça les rapproche, on les voit même partager un film ensemble, ce qui serait parfait pour le futur MCU, plein de mutants justement, et avec le caractère de ce Simon Williams qui est un éternel solitaire, qui s'enflamme assez vite, qui s'ouvre enfin à Trevor. Eh bien allez Marvel, faites-nous rêver, allez-y, on veut voir le Fauve tout bleu. Bon, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série, et puis lisez du Wonder Man, que ce soit son passage chez les Avengers dans les années 60-70, où là il était en pleine puissance, pour ceux qui aiment le vintage, les Vengeurs de Bendis en 2010, ça c'est plus récent, c'est réinventé, ça c'est le véritable héros. Pour ceux qui préfèrent découvrir son côté acteur, quand il a quitté les Vengeurs justement dans les années 80 pour aller sur la côte ouest, forcément il va s'acoquiner avec qui? Les Vengeurs de la côte ouest, il fait même d'autres équipes ensuite. Il y a eu des mini-séries sur Simon Williams, et là il y a eu quelques one-shots aussi, et ça faisait 19 ans qu'on n'en avait pas une, et série oblige, Jerry Duggan et Mark Buckingham vont nous faire manger une petite série en 5 épisodes de Simon Williams. Mark Buckingham, c'est quand même du Fable, du Miracle Man, du Hellblazer, donc je pense que c'est réglé. Objection! Et on attendait la bande-annonce du prochain Spider-Man Brand New Day, et Peter Parker nous envoie son avocat, tout simplement. Et en plus, il est accompagné de celle qui pourrait le réduire en guacamole facilement, si elle ne préférait pas utiliser ses citrons pour sa tequila. Jessica Jones fait son entrée officielle dans le MCU, aux côtés du diable qui ne s'habille pas en Prada, mais qui s'habille en noir. Noir, le noir et le rouge. Stendhal, Jeanne Masse, c'est quand même le meilleur schéma de couleur qui existe. On avait eu droit à Wilson au resto, Wilson tient la porte, Wilson referme la porte, Wilson réouvre la porte, Wilson referme la porte, Wilson en prison, Wilson vole une chemise au JDG, Wilson perd un œil aussi, Wilson fait du modelage crânien, il ouvre un spa, et là on va enfin avoir droit à Wilson fait de la boxe. Rachida Dati a réservé direct un octogone pour sa prochaine opération de com pour la mairie de Paris quand elle a vu ça. Le gentil maire veut retrouver Matt Murdock. Alors ça c'est en placardant en plus sur les murs. Peut-être le seul truc que l'intéressé ne peut pas repérer sur un mur. C'est une bande-annonce électrique très intrigante. Matt Murdock voit loin, en faisant appel à Jessica Jones comme allié pour lutter contre les politiques anti-super-héroïques du maire Wilson Fisk. Potentiellement, il fait même mine de ne pas voir que tout l'oppose à son allié de circonstance, puisqu'il a l'air de faire un petit pacte avec Bullseye. Vous savez ce qu'on dit sur l'ennemi de son ennemi. En tout cas, la résistance s'organise et prépare le terrain pour l'araignée, ça j'espère. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, et s'il vous tarde de voir la série qui sera disponible, la saison 2, le 25 mars prochain sur Disney+. C'est le loup. On a vu le loup, enfin. Et certains disent qu'il est peut-être un petit peu trop renard, voire carrément belette. C'est quand même fou qu'on vive dans un monde où il y a plus d'engouement pour le Lobo d'Intermarché que pour celui de James Gunn et du futur DCU dans Supergirl. Là, j'ai peut-être un biais avec ce personnage, mais quand même, Lobo, c'est un vilain de seconde zone à la base, créé par Keith Giffen et Roger Slifer dans la série de science-fiction Omega Men en 1983. Il est conçu comme une proto-parodie des héros durs, violents, d'action, qui dans les années 80 commencent à se répandre, mais alors qui vont éclater dans les années 90. C'est d'ailleurs pas étonnant que Lobo, la véritable naissance de Lobo, elle s'opère dans cette décennie-là, la décennie où sont nés d'ailleurs les meilleurs enfants et les meilleurs dessins animés. Ça vient parodier les héros genre le Punisher, genre Wolverine, tout plein de sang, de sueur, de testostérone. C'était une époque où sur les couvertures de comics on retrouvait des meufs dotées d'une colonne vertébrale montée sur roulement à billes, pour qu'elles puissent nous montrer ce qui était, selon les éditeurs,
éditeur les 2 atouts principaux aux yeux des lecteurs d'une meuf, voire 4, suivant comment vous comptez, je sais pas. C'est Simon Bisley et Alan Grant qui, avec Keith Giffen et la mini-série Lobos The Last Xarnian, vont venir établir le Lobo actuel, tout ce qui fait le Lobo qu'on connaît aujourd'hui, probablement ce qui fait aussi que Jason Momoa dit qu'il est fait pour jouer ce personnage, la brutalité, le ton sarcastique, l'espèce de chaos, l'espèce de look hyper heavy metal, ça sera toujours mieux de toute façon que ce à quoi le Aquaman a été soumis dans le DCU, où on préférait quand même être un poisson rouge et que le mythe du poisson rouge qui perd sa mémoire soit vrai pour ne plus se rappeler d'Aquaman qui se noie dans d'une flaque d'eau. Je vous laisse me dire si vous préférez la version Krypton incarnée par Emmett G. Scanlan qui s'est quand même bien débrouillé, la version Momoa qui a encore tout approuvé dans Supergirl, ou celle du New 52 qui pourrait être incarnée par la jambe droite de Pierre Ninet. Bon, si ça, c'est probablement un très bon choix de la part de James Gunn, on pourrait en questionner d'autres, comme celui d'avoir déclaré que The Flash était l'un des plus grands films de super-héros jamais tournés. Moi, je pensais qu'il disait ça, que c'était un mytho pour que les gens aillent voir, ce qui aurait déjà été assez grave. Mais non, il a l'air de le penser, étant donné qu'il a fait appel au réalisateur de The Flash, Andy Muschietti, pour réaliser Batman The Brave and the Bold, et donc l'introduction du Batman du DCU et de son fils biologique Damian Wayne en Robin. J'espère qu'ils vont mettre un petit autre Robin pour un petit peu de rivalité. Et là, il continue, puisqu'il vante les mérites d'écriture de Christina Hudson, et il l'embauche en tant que scénariste du film The Brave and the Bold. Christina Hudson, c'est la scénariste de The Flash. C'est quoi la prochaine étape? C'est réembaucher les artistes VFX de The Flash et leur demander autant de modifs en moins de temps et en les payant encore moins que ce qu'ils étaient payés à l'origine? Je sais pas, James Gunn. Christina Hudson, elle a scénarisé Bumblebee, qui est peut-être son projet le plus solide, Birds of Prey, dont on vante volontiers les scènes d'action, les relations peut-être entre les personnages, mais c'est quand même très décousu. C'est aussi le projet Batgirl qui traîne dans une poubelle de la Warner, juste à côté de la dernière offre de Paramount de 108 milliards de dollars. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient la sortir de son image de femme qui écrit des personnages féminins forts, parce qu'une femme peut très bien écrire des personnages masculins tout aussi forts, et elle aura l'occasion de mettre son approche humaine des relations interpersonnelles entre les personnages au service de Damian, de Batman, d'Alfred et de tout le casting. Et ce qui est inquiétant, c'est que Birds of Prey, comme je l'ai dit, c'est un petit peu décousu, et que The Flash, c'est même un beau bordel. Bon, après, on peut quand même supposer que le script a été retouché encore plus de fois que Mickey Rourke, donc laissons-lui sa chance. Et enfin, ça n'est pas le nom d'une série sur des prêtres qui changent de paroisse au moins 3 fois par an. Amazon commande 8 épisodes de Sex Criminals, les comics de Matt Fraction et de Chip Zdarsky, dans lesquels un couple découvre qu'ils ont le pouvoir d'arrêter le temps quand ils copulent, et donc ils vont en profiter évidemment pour se lancer dans une série de braquage, de cambriolage, et c'est peut-être une des rares pistes qu'on n'a pas explorées pour le vol des bijoux de la couronne du Louvre. On y retrouvera Kumail Nanjiani. C'est très cool, c'est très très cool, mais là laissez-moi faire mon mormon, je veux retirer le sexe de tout ça, puisque le vrai cambriolage d'Amazon, c'est celui de la date de la sortie d'adaptation de Criminals tout court, la saga culte de Brubaker et Phillips. Le tournage s'est quand même terminé le 9 novembre 2024, et depuis on a autant de nouvelles de la série que de la Octra Girl. Les comics. Dans l'actu purement comics, il y en avait seulement 4, des couvertures originales dessinées par Robert Downey Jr. pour le dernier Ultimate Endgame, et une s'est vendue 3500 balles sur eBay, sauf qu'elle est comme le diplôme du brevet de mon beau-frère ainsi que tous ceux qui ont suivi, complètement bidon. Regardez, là on est quand même plus sur une couverture de Robert Tristounet Jr. À la limite, faites attention quand même à ce que vous faites. Ce qu'on préférerait faux, mais qui ne l'est pas malheureusement, c'est l'annonce de la mort de Sal Buscema, qui est un dessinateur de légende des comics chez Marvel. Il a fait aussi du Tarzan, qui part rejoindre son frère John, qui est lui décédé en 2004, qu'il a fréquemment ancré, même s'il dessinait aussi purement tout seul, tout au cours de sa carrière. C'est l'occasion de relire des comics des frères Buscema, ça on s'en prive jamais. Et puis après, le silence, la vérité, toujours pas une série sur les prêtres, non, c'est simplement la suite de Batman Hush par Jeff Lobb forcément, et Jim Cheung, et potentiellement Olivier Coipel quelque part à un moment ou à un autre. Ça se passe après Hush, quand le lasso de vérité de Wonder Woman a été dérobé, qu'elle va le récupérer des mains du Joker et d'Harley Quinn, les deux seuls fous à pouvoir imaginer ça, avec Batman. Bon, vous le savez,
Les comics, c'est un mythe qui est totalement cyclique. Tout ce qui a existé est amené à revenir, comme Sébastien Lecornu finalement. Et là, c'est à l'occasion des 20 ans de la Civil War que Marvel propose à Christos Gage, Edgar Salazar et aux coloristes originels de la série, Maury Hollowell, de revisiter sous un autre angle cette saga iconique des années 2000, celle que certains détestent parce que ça a remis une bonne grosse pièce quand même dans les événements où les super-héros passent leur temps à se taper dessus entre eux, même si quand même c'était un petit peu plus que ça, il faut être honnête. Là, on va suivre un perso par chapitre, à savoir Iron Man, Spider-Man, Goliath, Tigra et Captain America. Et Steve McNiven, le dessinateur original que j'adore, va faire une variante cover. C'est déjà ça, on prend. Lisez, lisez, lisez. Ma semaine a été aussi chargée que Pierre Palmade en fin de soirée, mais j'ai terminé enfin le Nightclub d'Arthur de Pince chez Dupuis, et je me suis régalé puisque l'auteur s'amuse avec l'histoire en nous racontant celle d'une forgeronne qui réunit 7 guerriers que rien ne semble prédisposés à travailler ensemble, mais qui vont devoir le faire pour une mission qu'elle leur confie entre 2 croisades. Donc l'histoire avec un grand H, mais pas que, le style semi-réaliste, un petit peu cartoon, ultra expressif, très très dynamique, sans cerner, c'est sans contour, m'a rendu dingue, c'est vraiment vraiment joli. C'est intelligent dans sa manière de venir aborder l'humour, de se servir d'un brin de parodie pour parler des grandes thématiques de cette période de l'histoire, l'intolérance religieuse notamment, la religion tout court. Les dialogues sont très bien écrits et moi c'est ce que j'aime, quand on sent une forme d'hybridation entre plein de styles différents, plein de médias même différents. C'est ce que l'art séquentiel peut nous offrir de mieux. Les librairies La Momie ont sorti une surcouverture parce que il ne faudrait pas qu'on ait trop froid, il faut être bien préparé dans les déserts de Jérusalem la nuit. Jetez-vous dessus les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Les yeux fermés même, les yeux fermés, c'est ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager, à m'identifier dans des stories Instagram, à tweeter, à retweeter, à partager sur Facebook également, à réagir dans les commentaires sur YouTube, où je lis chacun d'entre vous, et évidemment à réagir aussi sur les réseaux sociaux. Tous les mardis, vous pouvez me laisser, toutes les semaines, vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis 475 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous rendez-vous très vite pour des nouvelles toutes fraîches. Et si on montait un site de paris en ligne pour savoir qui va lâcher qui en premier, le MCU et Robert Downey Jr., CNews et Jean-Marc Morandini, ou Sans Cœur et Michel Drucker? Peu probable celle-là.